Mukenga, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Le plaisir aujourd'hui de vous recevoir en direct sur notre chaîne YouTube. L'actualité reste dominée par les polémiques autour de la révision constitutionnelle. Aujourd'hui, l'opposition congolaise forme un bloc pour dire non à la révision constitutionnelle. L'opposition appuyée par la SENCO. Comment jugez-vous donc cette démarche? Je trouve la démarche un peu, malheureuse, un peu maladroite. Je crois que le plus grand leitmotiv dans ce cas est que modifier la Constitution est inopportun. Mais personne ne nous explique en quoi consiste cette inopportunité. Personne. Ils disent « oh, c'est inopportun ». Puis ils passent à des menaces du genre « oh, une partie de la population va… » Même pas une partie de la population. Toute la population va être derrière nous. Nous allons mener des marches, etc. La population va rejeter la modification de la Constitution, le changement. Il est très remarquable qu'il n'explique pas l'inopportunité. Très remarquable. On se demande en quoi c'est inopportun. On peut même aller plus loin. On peut se poser des questions telles que, tiens, est-ce qu'ils ne sont pas en train d'essayer de mener le jeu de l'ennemi de notre nation? Parce que cet article semble avoir été mis dans notre Constitution par ceux qui l'ont composé, en sachant que le peuple congolais ne serait pas partie prenante à cette Constitution. Alors, on va préparer la balkanisation. Au sein du temps de Kabila, vous n'avez pas parlé le même langage sur la révision de la Constitution. Aujourd'hui, pourquoi vous appuyez? Quelles sont les motivations? La première raison était que nous venions d'une situation très désastreuse, qu'il fallait commencer à sortir du désastre. Et la Constitution était déjà un pas vers la sortie. Il fallait donc accepter cette Constitution-là en ce moment-là. Mais bien sûr, l'UDPS n'était pas d'accord, Étienne Tshisekedi en particulier n'était pas d'accord avec cette Constitution. Il expliquait, on comprenait. Mais notre point de vue en ce moment-là était que un pas devait être fait. On changerait la Constitution après. Donc, et quand Étienne Tshisekedi disait on va changer la Constitution dès qu'on a le pouvoir, nous étions d'accord avec Étienne. Mais nous préférions que on calme les jeux en ce moment-là en acceptant une Constitution qui donnait la part belle aux ennemis de la nation, les ennemis que nous connaissons maintenant, aux belligérants. C'était pour ça. Il y avait donc une raison en ce moment-là et une raison pour changer maintenant. Il n'y a pas à s'étonner. Il y a plusieurs raisons pour changer. Entre autres. Par exemple, cet article 217 qui dit que nous pouvons abandonner une partie de notre souveraineté. Attention, il s'agit de souveraineté. Aucun pays n'abandonne jamais la souveraineté. Lorsque vous parlez de souveraineté, vous faites allusion encore quoi, ça? Au fait que nous prenons toutes les décisions qu'il faut sur notre territoire, notre nation, notre politique. C'est nous qui prenons les décisions. C'est ça la souveraineté. Mais non, nous demander d'abandonner une partie de notre souveraineté pour le bénéfice de l'unité africaine, il y a là quelque chose qui ne va pas, de profondément mauvais. Il y a des gens qui disent oui, mais ça ne se trouve pas seulement dans la constitution congolaise, ça se trouve dans d'autres constitutions aussi. Ça, c'est un mauvais raisonnement. Ça n'est pas parce que il y a un lion dans la parcelle de votre voisin que vous aussi vous devez faire venir un lion chez vous. Ou s'il y a deux lions, un lion chez votre voisin, un lion chez vous, ce n'est pas une raison pour que vous ne combattiez pas le lion qui est chez vous. Ça n'est donc pas une raison suffisante pour ne pas changer la Constitution, pour ne pas enlever quelque chose qui n'est pas bon. Ça peut même être que le lion qui est chez le voisin
est un lion que le voisin aime et il aime ce que le lion fait. Mais si vous, chez vous, vous n'aimez pas le lion, vous ne trouvez pas votre lion correct, il faut changer évidemment. Il faut enlever ce lion-là. Donc tous ceux qui disent non, vous savez, ça se trouve dans la constitution gabonaise, ça se trouve dans telle constitution, ça se trouve. C'est très bien. Mais ceux-là, je ne sais pas pourquoi ils gardent cet article-là. Nous, chez nous, nous trouvons que ce n'est pas une bonne chose d'avoir un tel article parce qu'on prépare la balkanisation de notre pays. Nous devons nous défaire de cet article-là. Il n'y a qu'une seule solution, nous défaire de cet article. À vous entendre, c'est suite pour l'article 217 que vous voulez procéder à la révision ou changement de la Constitution? Il n'y a pas que cela. Je vais donner un exemple, un petit exemple qui concerne ce qu'il y a dans la Constitution. On dit on ne peut pas changer de Constitution si on est en état de guerre ou en état de... Comment est-ce que... État de siège. État de siège. Et il y a des gens qui comprennent état de guerre comme si ça signifiait être en guerre. Être en guerre et avoir un état de guerre, ce sont deux choses différentes. Et ici, en RDC, nous sommes déjà en guerre. Nous sommes en guerre, mais nous ne sommes pas en état de guerre. L'état de guerre est une situation administrative, justement. L'état de guerre est une situation, est une décision qui est prise pour régler des problèmes administratifs, etc., économiques et de sécurité, pendant qu'il y a la guerre. Personne ne peut dire, ah, si on dit état de siège, ça signifie que nous sommes assiégés. Non, 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 non. État de siège, c'est une certaine façon de gérer la nation. État de guerre, c'est une certaine façon de gérer la nation. Or, cet état de guerre-là, nous ne sommes pas dans un état de guerre en ce moment. Nous sommes en guerre, mais nous ne sommes pas dans cette façon spécifique de gérer la nation parce que nous sommes en guerre. Là aussi, le fait d'utiliser état de guerre, état de comment j'oublie tout le temps. État de siège. État de siège. Peut-être qu'on peut mieux s'exprimer. Voilà par exemple une semi-phrase qui fait qu'on a des difficultés. Il faudrait peut-être changer ça. Il y a d'autres choses qu'il faut changer. D'abord l'expression générale, le fait qu'on utilise le français et qui amène des confusions dans la tête des gens. Il vaudrait peut-être écrire cette constitution en français, mais exiger qu'elle soit aussi dans des langues nationales. Les 4 langues nationales, il faut que la constitution soit dans les langues nationales et qu'on vérifie que ce qui est dit en lingala a la même compréhension que ce qui est dit en tchikouba, etc. Donc il y a beaucoup de choses à changer dans cette constitution, non pas seulement... Alors, professeur, revenons sur la déclaration faite par l'opposition congolaise récemment au siège de la CENCO. L'opposition mobilise déjà la population congolaise pour barrer la route à Tshisekedi de ne pas procéder à la balkanisation. Quelle crainte avez-vous? Tshisekedi n'est pas en train de faire de la balkanisation. C'est des exagérations un peu puériles même. Tshisekedi n'est pas en train de faire de la balkanisation. La balkanisation, c'est ce qui est en train d'être fait par les États-Unis qui s'appuient sur l'armée rwandaise. Vous savez que c'est un plan qui date déjà. C'est un plan qui date bien longtemps. On en parlait même déjà en 1960. Mais c'est Bill Clinton qui a mis la balkanisation en marche. Il ne faut pas accuser Tshisekedi de chercher à balkaniser le pays. Ça, c'est des réactions, des propos un peu puérils, mécanistes de certaines oppositions qui croient qu'il suffit de dire certaines choses pour que la population gobe. Mais nous avons vu le cas de Sesanga qui a dit qu'il avait la population derrière lui. Quand il a fait sa manifestation, il avait combien? 8, 10 personnes. Il a été étouffé par les pouvoirs en place. Oh bon, lui-même au départ, vous avez vu le nombre de gens qui étaient avec lui? Il y avait très peu de gens. Donc l'opposition voudrait convaincre ceux qui leur donnent de l'argent
qu'ils ont la population avec eux dans cette matière. Ils devraient être un peu plus prudents et être moins. Ça montre leur position et leur façon de faire les choses, montre qu'ils ne comprennent pas les aspects historiques, le progrès historique que le peuple congolais est en train de connaître, qu'il connaît depuis longtemps. L'opposition de Tshisekedi, d'Étienne Tshisekedi, de l'UDPS à la dictature de Mobutu, c'est une dimension très différente de l'opposition qui est en train d'être faite en ce moment-ci contre Tshilombo. C'est très différent. L'autre opposition, la première opposition, la position de l'UDPS, d'Étienne Tshisekedi, c'était une opposition à la dictature qui était déclarée et qui se comportait en dictature. La même dictature que vous voulez instaurer aujourd'hui avec Tshisekedi. Je ne sais pas quels sont les éléments qui montrent à ces messieurs qui disent qu'on veut instaurer la dictature. Analysez un peu son discours devant les Louchois. Oui, le discours que j'appelle le discours de Kipushi. Oui. Le discours a été tenu à Lubumbashi. Mais j'appelle ce discours le discours de Kipushi. Pourquoi? Parce que je suis né au Katanga, je connais bien Lubumbashi et je connais bien Kipushi. Je peux vous assurer que ce discours n'était pas adressé à tout le monde de Katanga, mais c'était surtout adressé au Sempia, le regroupement des Babemba. Et c'est pour ça que je l'appelle le discours de Kipushi, parce que Kipushi est le centre de Sempia. Et là, le président est en train de dire qu'il est en train de faire certaines choses qui sont bonnes pour le pays, on essaie de désorienter la population, par exemple la population Sempia, en se faisant passer pour des gens qui travaillent bien, que bon, il y a évidemment des gens qui viennent, qui ajoutent le tribalisme là-dedans, mais le fond de l'opposition qui s'exprime au Katanga, c'est un fond tribaliste, anti-Congo, pro-balkanisation. Et donc le président s'est adressé à ces aspects-là et en prenant l'occasion pour dire à la population de Sempia, nous allons vous aider à sortir de cette situation. Et là, j'imagine que cette opposition tribalo-clanique se retrouve en difficulté, d'où elle est en train de tenir des propos qui ne sont pas nécessairement rationnels. Le discours du président était un discours pour dire à la population locale là-bas, écoutez, nous devons aller de l'avant. Pour aller de l'avant, il faut faire certains changements. Alors, il faut continuer, le président doit continuer à faire ce travail qu'il a déjà commencé, de façon que nous puissions sortir et qu'on diminue le tribalisme qui s'exprime clairement d'ailleurs au Katanga. Certaines personnes l'expriment très clairement. Fayulu rétorque au discours Bon, je crois que ce sont des propos exagérés. Il est vrai qu'il y a des gens au Katanga qui aimeraient arriver à l'indépendance du Katanga, comme ils le disent, mais il est très difficile en ce moment-ci d'arriver à ce niveau-là. Il y a des gens qui comptent sur la balkanisation pour arriver à ce niveau-là, mais ils ne voient pas que la balkanisation s'est arrêtée à l'Est et ne progresse pas. Alors, des propos comme cela, si c'est qu'il joue au feu, je crois que c'est un peu imprudent. Parce que, bien au contraire, si c'était Fayulu qui devait aller tenir un discours du genre de Tshisekedi, peut-être qu'il aurait des difficultés, mais vous avez vu les gens qui ont assisté au meeting, vous avez vu comment ces gens réagissaient. C'est toute une population du Katanga, des jeunes du Katanga qui étaient là, qui ont assisté et qui sont d'accord. Il faut d'ailleurs retenir que en sous-bassement, il y a des Katangais qui commencent à parler clairement, qui disent à leurs frères Katangais, mes amis,
Il ne faut pas se laisser faire. Alors, professeur, vous vous réjouissez de la présence de la population au meeting. Ce qui dit, vous oubliez que les clients peuvent aussi venir juste pour voir et suivre ce qui sera dit dans le meeting. Hélas, ils seront comptés comme ceux qui étaient au meeting. En tout cas, ils étaient très nombreux. S'il y en a un qui est de l'opposition et qui va aller juste écouter, il est venu écouter. Alors, nous terminons déjà avec cet entretien, professeur. Croyez-vous que vous allez réussir à cette campagne de la révision ou changement de la position au cas où l'opposition doit former ce bloc pour barrer route à Tshisekedi? Nous pouvons donner un exemple récent. Les élections. L'opposition a été contre Tshisekedi. Tshisekedi a eu 73%. Ce qui est énorme, c'est un chiffre énorme. Et ça a été décrié par l'opposition. Oh oui, mais bien sûr, elle ne peut faire que ça. Si par exemple aujourd'hui, nous prenons de l'eau à boire, l'opposition va dire que nous n'avons pas bu de l'eau. Hein. Il ne faut pas s'étonner, quoi. Donc, je ne crois pas que l'opposition va réussir. Je ne crois pas. Parce qu'on voit des gens comme Sesanga, qui il n'y a pas longtemps été contre cette constitution. Maintenant, il dit non, il ne faut pas toucher à l'intérieur. Il ne nous explique pas pourquoi est-ce qu'il ne faut pas. Ils croient tous que, ah oui, Tshisekedi voudrait revenir au pouvoir. Mais Tshisekedi vient de vous dire, mais non, je n'ai pas besoin d'un troisième mandat. Il y a un piège là-dedans. Mais ils ne comprennent pas. Ils ne sont pas à même de comprendre ce qui se passe. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. L'opposition... Et vous pensez que lorsqu'il dit qu'il n'est pas prêt pour le troisième mandat, est-ce qu'il est sincère dans ses propos? Il est en train de dire la vérité. Le temps viendra. Il ne faut pas que nous exposions nos stratégies déjà maintenant. Le temps viendra, nous allons expliquer qu'il était en train de dire quelque chose de sérieux. Voilà, merci chers abonnés de notre chaîne Kassa EB24. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cet entretien avec le professeur Kazadi Mukenge. Nous vous demandons tous de vous abonner sur notre chaîne, partagez la vidéo, aimez aussi la vidéo. Tous vos commentaires, j'attends donc vos commentaires sur cet entretien. Professeur, merci de nous accorder cette interview. Merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de parler.